Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue dans le village de départ des experts. Pendant une heure, nous allons passer en revue l'actualité de la semaine. Donc on va parler de vélo, de taxi, de train, entre autres. Et pour tout cela, pour analyser tout cela, j'ai deux invités politiques et 4 experts. Alors le premier expert, c'est un auteur à la hauteur, Michel Goede, bonjour. Bonjour. Puis nous avons une historienne distinguée, Sylvie Losberg, bonjour. Bonjour. Puis un journaliste capital chez Sud Presse, David Baudou, bonjour. Bonjour. Et une régionaliste en sujet journalistique, en tout cas, Aurore Pénois, bonjour. Bonjour. Alors c'était un beau coup pour Bruxelles, mardi, avec l'annonce du départ du Tour de France 2019 à Bruxelles en 2019. Reportage de Martin Collier et Frédéric Dehaenau. Bruxelles, capitale du cyclisme, ce sera le cas en 2019. Le Tour de France débutera sur la Grand Place, une date et un lieu qui n'ont pas été choisis par hasard. C'est un vrai symbole pour le Tour de France puisqu'en 2019, nous célébrerons les 100 ans du maillot jaune, que le coureur qui a porté le plus souvent ce maillot mythique, c'est Eddy Merckx, et qu'Eddy Merckx est de Bruxelles, et qu'en plus, ce seront les 50 ans de sa première victoire. Donc oui, ça n'est vraiment pas un hasard si nous partirons de Bruxelles, et encore moins un hasard si ce sera de Bruxelles en 2019. Un honneur réservé au quintuple vainqueur du Tour. Eddy Merckx, c'est 34 étapes gagnées, mais aussi 96 jours de maillot jaune, un exploit qu'il fallait célébrer. C'est une grande fierté, bien sûr, pour moi. C'est un grand hommage qu'ASO me fait pour d'avoir fait le départ du Tour en 2019 ici, surtout pour le 100e maillot jaune. Le dernier passage du Tour remonte à 2009. Cette fois-ci, Bruxelles accueillera 2 épreuves. Une étape en ligne de 170 km avec un départ et une arrivée dans la capitale, mais aussi un contre-la-montre par équipe, une organisation qui a un coût. Un investissement de 5 millions d'euros, mais dont nous sommes convaincus que le retour sur investissement va être plus important que ce que nous allons devoir payer. Et donc nous sommes convaincus que c'est un retour important pour en particulier le secteur de l'Horeca, les hôtels, les restaurants, mais pas seulement. Et c'est pourquoi je voudrais mobiliser à partir du mois prochain l'ensemble des acteurs économiques de la ville. Pas encore de précision sur le tracé. Le contre-la-montre pourrait s'inspirer de l'itinéraire du BXL Tour prévu le 25 juin prochain. L'étape en ligne, elle, pourrait emmener les coureurs vers Charleroi avant un retour sur la capitale. Seule certitude, l'entraînement a déjà commencé pour les professionnels comme pour les amateurs. Alors Michel Goede, on pavoise à Bruxelles, non? C'est sympa, non? Parce qu'on n'aura peut-être pas l'Euro de foot, hein, mais on aura en tout cas le Tour. Oui, moi je trouve que c'est une initiative sympathique. Voilà. Est-ce que c'est le rayonnement de Bruxelles? C'est surtout le rayonnement du Tour de France. Sylvie Losberg. Oui, mais je trouve qu'il y a quand même un aspect assez symbolique aussi. C'est quand même aussi un accord entre Paris et Bruxelles. C'est quand même 2 villes qui ont été très impactées par le terrorisme. Et c'est au fond la vie, le sport, un événement dans lequel on peut se rassembler qui va avoir lieu. Et franchement, je trouve que c'est sympa aussi que ce soit les 50 ans de la victoire d'Eddy Merckx en 69. Il y a quand même beaucoup d'éléments qui font que finalement, c'est pas un petit happening qu'on a créé comme ça vite fait. Il y a vraiment des éléments, je dirais, qui je pense, vont en faire une vraie fête pour le public. Et le retour pour l'Horeca à Bruxelles, à mon avis, va être très très bon aussi. Donc, plutôt une bonne nouvelle, en effet. Donc le retour de la prospérité de l'Horeca en 2019, David Baudou. Je crois qu'on y est tout doucement déjà maintenant, ça revient tout doucement à Bruxelles. Cela dit, il ne faut pas oublier que le Tour de France est quand même un des événements sportifs les plus regardés au monde. Donc c'est quand même un coup de projecteur assez important pour Bruxelles, hein, avec un investissement de 5 millions d'euros, comme l'a dit Yvan Mayer dans votre sujet, comparativement au coût du stade national je ne m'avancerai plus sur un chiffre maintenant, mais qui est probablement à l'arrêt. Je trouve que c'est quand même, c'est un joli coup. C'est zéro. S'il est à l'arrêt, c'est zéro, oui, c'est zéro pour l'instant, mais bon, on va quand même le construire visiblement. Donc, mais pas pour 2020, probablement pas en tout cas. Donc sympa. Aurore Pénois. Je me demande si avec tous ces anniversaires qu'ils vont fêter, ils vont vraiment finir par rouler en 2019. Non, c'est génial en fait, et ça promet aussi des super images en télévision de la région et de Bruxelles, donc c'est super.
Sylvie Oui, Losberg, parce vous voulez ajouter qu'au quelque fond, chose? dans 190 pays, on verra Bruxelles. Sur une carte, on verra les rues de Bruxelles. Donc je pense que ce n'est pas seulement ce qui va se passer ici, c'est aussi vraiment le rayonnement à l'extérieur. Bruxelles va être vue, je crois que c'est le 3e événement après la Coupe du Monde et les JO, je pense, qui est le plus regardé sur les télévisions. Donc Cette année, c'est vraiment... dans quelle ville, tu sais? Et vous? Cette année, il va dans quelle ville? Oui. Le Tour de France? Oui. Dans beaucoup de villes. Non, il démarre d'où? Je sais pas, donc le rayonnement est quand même relativement limité. Non, mais moi, je ne suis pas très le rayonnement sera le Je jour. pense que le tour a eu lieu en 69. Dimer que c'était en 69, je ne sais pas à quoi elle réfléchissait, parce que c'est 79 en fait. Non, Non, c'est non, 69. c'est en 69. Écoutez, on va pas faire l'émission rien qu'à vous quatre. Je crois qu'on va inviter nos deux invités politiques avant que vous ne disiez trop de bêtises. Alors je propose donc à Marc Tarabella et à Gauthier Calonne de nous rejoindre. Bienvenue à nos deux invités, Gauthier Calonne, qui est député fédéral et maire, et XLois, et Marc Tarabella, qui est député européen, PS, et NAFTER, qui connaît très bien Bruxelles. Donc à ces multiples titres qu'ils sont présents tous les deux. Alors on va commencer tout de suite par vous, Gauthier Calonne. 5 millions pour avoir le tour pendant 3 jours en 2019, c'est un bon deal? Je parle comme Trump. Oui, bien sûr. Moi, je pense qu'effectivement, c'est une heureuse nouvelle. Je pense que pour Bruxelles et pour la Belgique en général, il faut voir d'où on vient ces quelques derniers mois. Avec les attentats qu'on a connus à Paris, puis le 22 mars dernier, on a quand même connu un peu un Bruxelles bashing. Donc là, il y a une initiative positive qui peut amener un peu d'éclaircie dans la grisaille qu'on a connue. Et je pense qu'en termes de développement économique, commercial, mais aussi d'attrait touristique, ça ne peut évidemment qu'être qu'une plus-value que Bruxelles puisse accueillir en son sein cette édition de la Grande Boucle 2019. Alors Marc Tarabella, souvent quand on parle de Bruxelles dans les milieux européens, c'est pour en dire du mal, hein, parce que Bruxelles décide, ce que Bruxelles a fait. Là, Bruxelles à vélo, c'est peut-être mieux. Oui, tout à fait. Ça donne une image, on a déjà eu à Liège aussi, ça donne une image de la ville qui est une occasion unique de rayonner dans le monde entier de manière positive, avec des vues aériennes qui sont attractives, par exemple, et l'événement en soi va attirer les caméras du monde entier pour un événement heureux, et avec un public nombreux. Et donc, clairement, je crois qu'il faut relancer aussi la dynamique d'avoir une image positive au niveau international sur Bruxelles. Je pense que les emplois qui en dépendent sont nombreux, de tout niveau, mais notamment je pense au secteur commercial, au secteur Horeca, et les retombées après, que les gens soient attirés de venir ou de revenir à Bruxelles. Et les autres communes vont en profiter aussi, Gauthier Calonne? C'est pas seulement la ville de Bruxelles qui va tout capter? En tout cas, je l'espère, et je pense qu'effectivement, il faut sortir du cadre simplement de la ville de Bruxelles, mais c'est la région dans son entièreté qui doit pouvoir en bénéficier. À titre personnel, j'interviendrai au prochain conseil communal d'Ixelles pour demander si la commune d'Ixelles peut être associée à cette initiative qui me paraît quand même importante et je pense symbolique pour l'ensemble des communes bruxelloises. De toute façon, le contre-la-montre, lui, c'est à travers les 19 communes. Il y a beaucoup de communes touchées. Mais on parlait de 4 millions, de 5 millions pardon, pour le coût du Tour de France, et on a vu que 4 millions, c'est le coût exact des campagnes de publicité, soit du gouvernement fédéral, pour les 99 raisons d'investir en Belgique, soit du gouvernement bruxellois pour faire connaître Bruxelles. On est toujours dans la même gamme de 4 à 5 millions. Donc, par rapport à cela, vous trouvez que c'est une bonne dépense, Marc Tarabella? C'est un investissement. Donc c'est évidemment une dépense, si on le prend comme en termes de dépenses, il faut en parler en termes d'investissement, je dis, pour espérer avoir d'abord des retombées pour les commerçants et le secteur Horeca immédiatement dans les jours qui précèdent et pendant les 3 jours de la manifestation, et surtout pour après. Et donc il faut le considérer comme investissement. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur. J'ai plus peur, on en reparlera peut-être, mais du Stade national qui me paraît un peu plus difficile à imaginer. Parlons-en. C'est surréaliste. Et puis d'abord, il est en territoire flamand. Moi, ça me gêne beaucoup parce que si un jour, on ne sait jamais, notre pays n'est plus un pays unique, je préfère que le stade reste en région bruxelloise. Et clairement, cette histoire de Sandy à Grimbergen, si la commune de Grimbergen ne fait pas l'effort, estime que ce n'est pas un honneur d'avoir un stade sur son territoire, un stade national, arrêtons les frais, très clairement, et n'essayons pas de trouver une solution, qu'on aménage le Heysel correctement, il y a le mémorial Van Damme, dont on doit être fier aussi, qui est remis en cause parce que le nouveau stade national ne prévoit pas de piste d'athlétisme. Moi, ça me choque. Vous n'êtes pas d'accord avec vos collègues socialistes de la ville et de la région, alors? Mais je vois ça, moi, de manière pragmatique. Ouais. On a l'honneur, Michel Platini et les instances européennes ont décidé de faire un euro sur l'ensemble de l'Union européenne. C'est magnifique. Bruxelles, évidemment, ne peut pas être contournée.
Si pour des raisons, qu'elles soient administratives ou autres, on hésite peut-être à avoir un stade qui convienne à Bruxelles, ben alors on a le stade de 50 000 places, c'est le ESL. Alors, est-ce que Bruxelles doit abandonner le fait d'avoir l'Euro 2020 dans son territoire? Je pense pas. Est-ce qu'il faut abandonner tout espoir? Moi, je crois qu'il y a effectivement beaucoup d'obstacles qui se sont accumulés tout au cours de ce projet. Et je pense qu'il faut d'abord porter des projets mobilisateurs et fédérateurs. Et c'est pour ça que j'appuie l'initiative du Tour de France, parce que là, je pense que la plupart des acteurs qui se sont déjà exprimés ont l'air positifs, enthousiastes à cette idée. Et il y a vraiment une volonté de fédérer, de mobiliser autour d'un projet commun. Je constate que pour le Stade national, c'est un peu moins le cas. Il y a eu une série de polémiques qui se sont accumulées. Et si on n'arrive pas à aboutir rapidement à un accord par rapport à ce dossier, ben, il faudra revoir la copie, ça c'est certain. En tout cas, on a déjà dit, l'UEFA a déjà dit qu'ils avaient un plan B. Ils n'ont pas encore dit de quel plan B il s'agissait. C'est peut-être Liège. Bienvenue. Oui, vous serez peut-être effectivement en dehors de Bruxelles ou en dehors de la Belgique. On verra. Alors, il y a un deuxième sujet qui touchait la ville de Bruxelles, dont j'aimerais connaître votre avis là-dessus. C'est toute cette histoire du SAMU social. Donc, on en a beaucoup parlé depuis une dizaine de jours, de cette ASBL qui fait beaucoup de bon travail avec les sans-abri, mais où ça manque de transparence au point que, au début d'année, Yvan Mayer a dû en démissionner, puis maintenant c'est Pascal Paretta qui a dû en démissionner. Gauthier Callon, ça vous place dans une mauvaise position. À la région, vous êtes dans l'opposition, à la ville de Bruxelles, vous êtes dans la majorité. Vous soutenez ce que la ville de Bruxelles fait avec le SAMU social ? Moi, j'ai été très surpris de lire effectivement ce matin les déclarations par rapport au SAMU social qui, je pense que ça il faut le dire, mais vous l'avez indiqué, effectue un travail important pour les sans-abri et reconnu pour le travail qu'il fait sur le terrain. Mais par rapport à la gouvernance, bon, ça n'est pas uniquement à Bruxelles ou uniquement ici à la ville par rapport au SAMU social qu'on a constaté qu'il manquait de transparence dans certaines intercommunales, associations, institutions paracommunales. On a d'ailleurs au niveau fédéral un groupe de travail dans lequel je siège qui s'occupe du renouveau politique où on a décidé, point par point, dossier après dossier, de traiter l'ensemble de ces thématiques, en ce compris la transparence dans un certain nombre d'institutions publiques, puisque j'ai vu que là aussi, certains avaient dit mais c'est une institution privée, c'est une ASBL privée, elle ne dépend pas du public. Je pense qu'il faut de la clarification par rapport à ça. Et pour tous les mandats publics, il faut une transparence parce que c'est de l'argent public et je pense que l'ensemble des citoyens doit pouvoir avoir un contrôle direct et savoir exactement comment sont utilisés ces fonds. Alors, ce sont des socialistes bruxellois, Marc Tarabella. Alors, on a beaucoup critiqué les socialistes liégeois et Publifine. Donc, qu'est-ce que vous répondez ? Moi, je réponds qu'aujourd'hui, en tant qu'élu, j'en ai vraiment ras-le-bol de cette succession d'indélicatesses. Il y a évidemment la présomption d'innocence, etc., bien sûr. Mais quand je vois à Charleroi aussi le collègue bourgmestre qui a fait faire ses repas par le centre hospitalier dont il est le responsable, 10 ans après ce qu'on a connu à Charleroi comme affre, pour moi, il n'y a pas de présomption d'innocence là-dessus. Il a démissionné parce qu'il est coupable de ça, c'est une légèreté. On doit trancher directement. Moi, j'en ai marre que les élus qui n'ont rien à se reprocher, que c'est l'extrême majorité des élus, doivent se sentir coupables, se font attaquer par la presse, par les réseaux sociaux, comme si on était tous convaincus ou en tout cas soupçonnés d'être des gens qui profitent du système. Et moi je crois que quand on fait de la politique, à tous les niveaux, c'est pour servir et pas pour se servir. Et donc bien sûr il faut une enquête, mais si c'est par exemple des financements par rapport à ce SAMU social qui sont venus de dons, avec les jetons de présence, c'est des dons de citoyens qui ont servi à payer des jetons de présence, il faut que la lame tombe, parce qu'il y en a marre. Mon parti est en train de faire une œuvre de rénovation. À partir d'aujourd'hui, on a pris des mesures importantes au niveau du PS. Mais si des gens qui sont coupables, il faut évidemment que l'enquête ait lieu, présomption d'innocence, mais si des gens coupables d'indélicatesse, surtout dans le milieu de la pauvreté et de la précarité, continuent à travailler, je dirais, et ne sont pas inquiétés, ça me choque. Et en tant que socialiste, peut-être encore plus. Peut-être que plus que d'autres, on doit avoir un rapport à l'argent qui soit digne, enfin de confiance et qui ne peut pas être soupçonné de problèmes qu'on a connus dans le passé. Et à Liège, pareil, à cause de 2 ou 3 indélicats, tout le monde, on jette au propre sur tout le monde. J'en ai ras-le-bol en tant que responsable politique, député européen et bourgmestre d'une petite commune de Wallonie. Ouais. On entend ce ras-le-bol. David Baudou ? Non, mais voilà, plus de transparence, je pense que c'est normal. Les citoyens attendent ça de la part des responsables politiques. Et comme vous le disiez très bien, notamment dans une ASBL comme le SAMU social. Après, pour l'instant, il n'y a pas d'enquête. Le parquet ne s'est pas saisi. Est-ce qu'il y a quelque chose d'illégal qui a été fait derrière ? C'est une enquête journalistique. Enquête journalistique, voilà. Et d'un député on parle de 60 000 euros.
effectivement, Madame Peretta rappelait vendredi que c'était l'équivalent d'un temps plein pour la gestion d'une ASBL qui, je ne sais plus combien il y a de temps plein réel au sein du SAMU social, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent dedans. Une centaine, je crois. Voilà, une centaine. 60 000 euros répartis en combien de personnes au sein du conseil d'administration, je ne sais plus non plus. Je ne vais pas m'avancer en disant des bêtises, mais voilà. C'est un conseil qui ne se réunissait pas beaucoup, donc c'était plutôt... Il parlait de 10 fois par mois. Autour du bureau, c'était le bureau, voilà. Ça c'était 4 personnes. C'est à voir si... à le répartir, mais comment ça se répartissait entre eux. Mais voilà, attendre de voir si quelque chose d'illégal ou pas, ou si c'est simplement une question éthique, ou si c'est une question morale. Ça au Parlement de trancher, à la ville de Bruxelles et au conseil d'administration. Il y aura un conseil communal à la ville de Bruxelles mardi et on en reparlera certainement. Sylvie Losberg, vous vouliez ajouter quelque chose? Je ne veux pas réagir sur cette affaire-là en particulier, mais c'est très clair qu'il y a un changement de mentalité. On regarde les choses autrement aujourd'hui. Cette volonté de transparence, c'est surtout une volonté de justice. Les choses doivent être justes, les gens doivent avoir une éthique personnelle et c'est ça qui pose problème aujourd'hui. Donc je pense qu'on est plutôt dans un bon mouvement et je suis heureuse d'entendre que, effectivement, les politiciens, les députés, les édiles communaux, la grande majorité sont des gens honnêtes qui passent beaucoup de temps et d'énergie pour défendre le service public, le bien public. Et donc je crois qu'il est grand temps, effectivement, qu'à un moment donné, comme vous dites, le couperet tombe et qu'on n'attende pas 6 mois, 2 ans, 3 ans pour avoir une décision. Quand les gens sont quand même dans une position très très compliquée comme ici, où on voit que ça pose quand même un problème, il vaut mieux lever le pied, laisser les choses après se régler en toute transparence pour que la population reprenne confiance quand même. Gauthier Calonne, pour conclure là-dessus, c'est dans tous les partis aussi un peu. Je suis heureux de vous entendre parce que c'est vrai que dans tous les partis d'ailleurs, je pense que la grande majorité, la très grande majorité des élus le font avec engagement, dans une volonté de servir avec des idéaux et marginalement, quelques-uns jettent un peu le discrédit sur l'ensemble de ce qu'on appelle la classe politique, mais des élus, parce qu'il n'y a pas que des parlementaires, il n'y a pas que des ministres, il y a aussi des élus locaux qui font ça parfois, je dirais, de manière bénévole ou vraiment à titre presque gratuit. Et donc je pense que ces personnes-là aussi se sentent insultées à travers le comportement de certains. Et comme vous le disiez très bien, l'éthique c'est quelque chose de personnel. On doit, je pense, prendre des règles, des dispositions légales, mais il y a aussi une éthique personnelle de chaque mandataire, de chaque élu. Il ne faut pas oublier qu'il y avait quand même aussi des systèmes qui sont vraiment... À Charleroi, c'était un système, ce n'était pas que des personnes. Exactement, donc je pense qu'il y a aussi ça qu'il faut mettre dans la balance. Il faut y mettre fin avec la plus grande sévérité, la plus grande rigueur possible, parce que comme je le disais, c'est aussi de l'argent public et le citoyen doit pouvoir avoir une redevabilité par rapport à cela. Et aussi, présomption d'innocence, je reviens là-dessus, Jacques Van Gompel, ancien bourgmestre de Charleroi, a fait de la prison pendant plus de 40 jours. Pour rien. Et ça, on a brisé une vie active, probablement une famille, jeté l'opprobre sur des enfants, sur la famille. Ça, il faut le dire aussi. Et donc, clairement, moi, je crois que quand quelqu'un est coupable, il faut que la lame tombe et que ces gens soient exclus de la politique, de tout leur mandat, et qu'ils fassent autre chose. Mais il faut que ce soit avéré, évidemment. Sujet suivant, à propos du sommet, on va revenir à ce fameux sommet d'il y a 10 jours, la venue de Trump, ses rapports avec l'Europe, ses collègues de l'OTAN, sa décision de laisser tomber le climat, l'accord de Paris, et puis l'Europe de la défense, c'est possible. Écoutez ce que Isabelle Durand disait ici dans ce studio, c'était mercredi dans l'interview. C'est le moment, et d'ailleurs je suis vraiment convaincu que ce gouvernement Macron français, avec entre autres Madame Goulard qui a été placée à la place de ministre de la Défense, et pas seulement pour s'occuper de la défense française. Mais vous la connaissez, hein, c'est une députée européenne centriste. Absolument, c'est une députée européenne avec qui j'ai beaucoup travaillé, y compris sur des questions de fédéralisme européen. Et je pense qu'elle a pour mission, au nom du gouvernement français, de travailler à la construction, avec les Allemands, mais avec tous les autres, d'un projet de défense européenne. Et je pense qu'on en a vraiment besoin dans les mois et les années à venir, de construire cette autonomie, cette capacité à dialoguer avec les autres, mais aussi d'organiser notre propre défense, et pas seulement en termes guerriers, mais en termes aussi à la fois d'intervention à l'étranger, de soutien ou de capacité à diminuer nos budgets nationaux en matière de défense et au contraire mettre en commun nos moyens. Avec ses attitudes extrémistes, Trump nous donne finalement un coup de pied au derrière terrible en matière de défense, en matière de climat, en matière éthique. David Baudou, qu'est-ce que vous en pensez ?
Premièrement, je trouve que Donald Trump est relativement cohérent par rapport à ce qu'il a dit. Il a dit depuis le début, on le savait, ça fait quelques jours qu'on savait qu'il allait annoncer le retrait des États-Unis de l'accord de Paris en termes de climat. Il fait ce qu'il a promis. Il fait ce qu'il a promis et déjà il est en campagne en fait. Il pense déjà à sa réélection, à mon avis, et il prouve bien qu'il est le président des Américains et pas le président du monde comme pouvait l'être plus Obama ou un Clinton par le passé. Alors, est-ce que c'est pas aussi peut-être une bonne chose pour les Européens que d'avoir un interlocuteur comme Donald Trump en face de nous, finalement? Est-ce que ça ne nous oblige pas à prendre nos responsabilités, que ce soit en termes de climat, où on fait des efforts, certes, mais c'est pas suffisant, et en termes de défense, où voilà, on est face à Donald Trump qui demande aux Occidentaux et dans l'OTAN en tout cas de plus financer. Donc voilà, peut-être c'est le moment de créer cette Europe de la défense et de prendre un peu notre destin en main plutôt que d'être toujours à la remorque des Américains. Européens. Ce qui m'inquiète plus, c'est de réagir justement sur l'émotion et de se mettre en phase avec quelqu'un qui semble totalement incontrôlable. Alors effectivement, c'est le président des Américains, mais les impacts avec notamment le retrait de la conférence de Paris est énorme au niveau de l'Europe. Et est-ce que finalement au niveau européen, on a d'abord besoin d'une Europe militaire avant d'une Europe beaucoup plus sociale? À l'heure actuelle, la question se pose. Maintenant, on va poser la question à nos invités. Est-ce qu'il faut d'abord l'Europe militaire avant l'Europe sociale? Gauthier Calonne, quelle est votre position, vous? Juste pour réagir, parce que tu as parlé de... Finalement, le fait qu'il soit déjà en pleine réélection, mais ce matin, quand j'ai pu analyser tous ces dossiers, je me suis dit, les déclarations finalement font penser au fait qu'on est davantage ici face à un politicien plutôt qu'un homme d'État. Et il faut quand même savoir que les États-Unis vont être le troisième pays qui va se retirer de l'accord, enfin qui ne participera pas à l'accord, après le Nicaragua et la Syrie. Et donc ça en dit quand même long aussi sur la décision d'un président d'une des nations qui quand même a toujours été aussi en pointe par rapport aux questions internationales. Sur ma question Europe de défense, Europe sociale. Je pense que tout ça est lié et qu'à un moment donné, effectivement, il faudrait qu'il y ait un leadership européen parce que finalement, effectivement, peut-être que l'élection de Donald Trump et la position américaine actuelle, de l'administration américaine actuelle, va obliger les Européens, mais pas que sur les questions de défense, sur d'autres questions aussi, à avoir une politique plus cohérente, plus concertée, à pouvoir vraiment jouer un rôle moteur. Donc je pense qu'il faut peut-être se servir de ce qu'on a pu, peut-être pour certains, penser être une catastrophe, mais la transformer en opportunité pour nous, pour faire en sorte que l'Europe ait un rôle de leadership par rapport à ces questions de défense, de diplomatie aussi, mais aussi sur le plan social. Marc Tarabella, on avait la gueule de bois après le Brexit, et là, ça peut être une chance pour nous, vraiment ? Moi, j'ai considéré, après le Brexit, et en plus, après l'élection de M. Trump, que ça pouvait être des opportunités pour l'Union européenne, pour se ressaisir, pour redéfinir des politiques, les mener à bien. La communauté de défense, je crois qu'il faut l'appeler de nos voeux. Pourquoi ? Parce qu'il y a juste 25 ans, la guerre faisait rage en ex-Yougoslavie, et qu'on était incapables, nous, de l'éteindre. Et que dans le futur, peut-être que dans les Balkans, qui sont toujours une région toujours un peu instable, malgré la stabilité actuelle, si ça devait malheureusement ressurgir des velléités de conflit, les Européens doivent pouvoir éteindre ces conflits, puisque les États-Unis ne veulent plus intervenir, les éteindre nous-mêmes. Il faut une communauté de défense. Très vite, d'ailleurs, la réaction ne s'est pas fait attendre. Dès les déclarations de M. Trump, les Européens, avec Mme Merkel et pas que, ont dit on va faire une communauté de défense. Et puis ça permettrait des économies d'échelle au niveau militaire aussi, qui permettraient à des pays de respirer, peut-être de faire des investissements sociaux, des investissements de relance économique qui amèneront un mieux-être économique et social. Et ça permettrait aussi à un pays comme la Grèce, qui suffoque pour le moment, d'arrêter de dépenser 2 fois plus que la Belgique en termes de pourcent du PIB pour sa défense, parce que nous serions tous, évidemment, pour permettre une défense européenne, et donc des moindres dépenses dans les pays qui en font peut-être un peu trop, notamment la Grèce. Je voulais juste ajouter que, même sur le plan interne, on a pu constater que directement après la déclaration de jeudi soir de Trump de sortir de l'accord, en interne, certains États, je pense aux gouverneurs des États de New York, de la Californie ou encore de Washington, sont sortis de manière très forte en disant nous, on tient à respecter ces engagements et on prendra toutes les dispositions pour pouvoir nous conforter à ce qui a été décidé, aux engagements qui ont été pris. Donc on voit quand même que c'est pas unanimité derrière l'administration Trump et qu'il y a des contestations fortes par rapport même à ces décisions sur le plan international. Alors, je pense que c'est important de le signaler aussi. Sylvie Losberg, on a parlé de la défense, on a parlé du climat, mais il y a d'autres sujets avec Trump qui fâchent.
Mais oui, donc la première mesure qu'il a prise, c'est évidemment la suppression des subventions pour la planification familiale. Et donc, c'est un très mauvais signal. Mais là aussi, aux États-Unis, il y a des disparités suivant les États. Mais là, la Belgique avait bien réagi là-dessus. C'est-à-dire, en tout cas, pour la coopération au développement, on a dégagé, ou en tout cas, on a attribué un budget pour aider les associations de planification familiale à l'étranger qui étaient impactées par cette mesure. Mais il ne faut pas croire qu'en Europe, on n'a pas des problèmes non plus. Enfin, ça, M. Tarabella le sait, que ce soit en Hongrie, dans différents pays, les attaques sont récurrentes pour le droit à l'avortement en particulier. Et on a de nouveau une initiative citoyenne contre l'avortement qui va revenir après avoir déjà récolté 1 600 000 signatures pour contrer le droit à l'avortement en Europe. Donc, comment est-ce qu'on peut faire en Belgique pour garantir les droits des femmes en Belgique et en Europe? Marc Tarabella, là-dessus? Ça veut dire qu'il faut garder tout le temps la garde haute par rapport à des velléités. L'Espagne aussi, que vous n'avez pas cité, mais on aurait pu aussi, qui avait voulu faire une loi d'interdiction de l'avortement il y a quelques années. Il y a la Pologne évidemment, Malte, c'est un sujet vraiment tabou à Malte. Et donc, clairement, il faut essayer de faire en sorte de réaffirmer le droit de la femme à disposer de son corps et avoir un accès à la contraception et à l'avortement. Et c'est un combat qui est permanent, mais c'est aussi sur le terrain. Parce que qui se forme encore aujourd'hui en gynécologie obstétrique et il manque de médecins sur le terrain, parfois des hôpitaux ferment dans des pays peut-être plus où la population est plus lointaine d'un hôpital que chez nous en Belgique. En France, par exemple, il ne faut pas aller si loin. Il y a des problèmes dans les zones rurales françaises où des hôpitaux ferment, où des médecins objectent, en Italie aussi, le fait qu'eux ne font pas l'avortement. Et là, il y a une raréfaction, en tout cas une raréfication de médecins qui sont aptes à accueillir ces femmes et à procéder à l'interruption volontaire de grossesse. Mais il peut y avoir une mauvaise influence de Trump en la matière, Gauthier Callon? Disons que c'est symbolique, hein, quand le président des États-Unis prend ce type de disposition, évidemment, symboliquement, ça crée un choc. Mais effectivement, comme on l'a dit, des initiatives ont été prises. La Belgique y a modestement participé à travers l'action, donc c'est l'action de la campagne She Decides, où on a mis de l'argent public, c'est 10 millions d'euros. On a organisé à Bruxelles le 2 mars dernier une conférence des donateurs. Mais voilà, il y a des initiatives qui sont prises aussi pour contrebalancer cela. Mais c'est vrai que sur le plan, comme je le disais, symbolique, parce que c'est une question de symbole aussi par rapport à des droits importants qu'on croyait acquis, on voit qu'il faut en permanence pouvoir remettre l'ouvrage sur le métier, défendre en permanence ses droits, parce qu'on peut constater qu'effectivement, ils peuvent être remis en question là-bas ou ici. Alors, depuis le début de la semaine, à peu près, sur Twitter, on a vu beaucoup, en association avec le nom de Donald Trump, le mot « COFEVV ». Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Je vois votre... Non, pas... Eh bien, Aurore Pénois va nous dire ce que ça voulait dire, ce hashtag. Non, on ne le sait toujours pas, finalement. D'ailleurs, Donald Trump a tweeté par la suite Non, mais expliquez d'où ça vient. Alors, ce qui se passe, c'est qu'à l'origine, donc c'est un tweet. Donald Trump, vous le savez, a une certaine facilité à tweeter tout ce qui lui passe par la tête et souvent tout ce qui lui passe aussi par les doigts. Et les deux ne sont pas toujours connectés, puisque un des derniers tweets, effectivement, où il expliquait qu'il verrait les déclarations un peu plus tard, en semble-t-il une conférence de presse, une commission de la presse, on n'a jamais su. Donc il a tapé ce fameux COFEFE. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir par la suite sur les réseaux sociaux, puisque c'est devenu vraiment le buzz quasi de la semaine, avec des détournements. Est-ce que c'était vraiment du café? Oui, ça veut dire... Non, ça veut dire coverage. En fait, il voulait taper coverage. Donc, il voulait parler de la couverture des médias, pour en dire du mal, bien sûr. Et au lieu de taper coverage, il était trop vite et c'est devenu COFEFE. Et donc, c'est évidemment incompréhensible et ça fait rire tout le monde. Et c'est une manière de se moquer de Trump, maintenant, en faisant chaque fois c'est COFEFE. Michel Goethe pour... Oui, c'est vrai qu'il est drôle involontairement. Oui. Mais il est quand même aussi très dangereux. Il est en train de modifier quand même, pas seulement sur la question du climat, sur la question des relations internationales. Il prend des positions très très étonnantes, très différentes d'avant, notamment sur la question de l'Iran. Pendant son voyage, il a fait une alliance extrêmement forte avec l'Arabie Saoudite et avec Israël contre l'Iran. Contrairement à Obama qui essayait de maintenir un équilibre dans cette lutte entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Donc les Européens, effectivement, ont très intérêt non seulement à construire une politique de la défense, mais à créer une politique internationale commune. Alors on passe maintenant à notre rubrique des têtes d'affiche, c'est-à-dire je vais vous proposer à tous les deux des visages qui ont fait l'actualité de cette semaine, 4 pour chacun. Vous en choisissez un des 4. Et vous dites ce que vous avez à dire là-dessus, du bien ou du mal. On va commencer, Gauthier Callon, par vous. On commence par Nathalie Gilson, échevine-ixelloise punie pour sa gestion de l'urbanisme. Du coup, elle hérite des finances. Astrid, la princesse qui tire plus vite que son ombre, est juste à côté de l'oreille de Charles Michel. Astérix, le Gaulois exposé au Centre belge de la bande dessinée. Et enfin, David Lynx, le chanteur de jazz, octave d'honneur, honoré lundi soir.
Alors, Gauthier Calonne, qui choisissez-vous? Votre collègue Nathalie Gilson, la princesse Astrid, Astérix ou David Links? Je vais prendre ma collègue Nathalie Gilson parce qu'effectivement, on a connu cette semaine, en début de semaine, un remaniement au sein des compétences finales de ma commune Excel que je connais bien. Et Nathalie Gilson a récupéré la question du budget et des finances. C'est Viviane Teitelbaum qui a pris l'urbanisme. On a souhaité, à un moment donné, à quelques encablures des prochaines élections, après déjà 4 ans de mandats qui ont déjà été effectués, pouvoir redistribuer un certain nombre de compétences. C'est pas une punition et ça me permet aussi de pouvoir dire qu'elle a fait du bon boulot à l'urbanisme. Elle a monté un certain nombre de projets, dont des projets dans le haut de la ville où il y a eu une redynamisation, Toison d'Or, etc. Et par ailleurs, d'aussi souligner le travail de Viviane Teitelbaum aux finances, où elle a, et je pense que certains y seront sensibles, mis en place le premier budget genré à Bruxelles, je pense même en Belgique. Et donc c'était donc genré, ça n'a rien à voir avec genre. Rien à voir avec genré, non. C'est du genre. On tient compte de la question du genre dans les politiques qu'on mène au niveau budgétaire et financier. Je pense que c'est important de le souligner aussi. On retiendra que c'est un remaniement finalement sans raison, mais que vous saluez. Alors, Marc Tarabella, vous de votre côté, je vais vous proposer Anna Serinka d'abord, l'actrice bruxelloise moliérisée lundi soir, Jean-Pierre Hansen qui préside le comité de pilotage RER, Alain Hubert qui va sans doute récupérer sa station polaire, et enfin Diane Henbert, l'esthète décorée par l'ambassadrice de France. Alors, Anna Serinka, Jean-Pierre Hansen, Alain Hubert ou Diane Henbert? Je choisis Jean-Pierre Hansen, parce que le RER, même vu de Wallonie, mais je suis bruxellois d'adoption, même XLois, parce que la place Luxembourg, c'est quand même XL, le RER est quelque chose de fondamental. On en parle depuis 1983, il n'est toujours pas une réalité, on annonce pour 2020, 2022, peut-être 30. Je pense que la plaisanterie a assez duré parce que c'est vrai qu'on ne va pas entrer dans le détail de la répartition des compétences entre le fédéral, la clé de répartition qui doit être remise en question à la SNCB, les investissements qui doivent être faits, mais la mobilité vers Bruxelles, qu'on soit wallon, bruxellois aussi, mais aussi flamand, elle doit être améliorée. Et donc j'espère que l'arrivée d'une personne aussi éminente que lui à la tête du RER va permettre de enfin débloquer ce dossier dans un délai raisonnable, maintenant voilà, un délai raisonnable dans l'intérêt de tous les citoyens qui viennent travailler à Bruxelles et qui ont envie d'y arriver de manière plus correcte qu'aujourd'hui où c'est quand même pas pénible parfois. En tout cas, moi je peux vous promettre, Marc Tarabella, c'est que dans un délai raisonnable de quelques minutes, on va reparler du RER. Mais tout d'abord, on va parler des taxis en matière de mobilité, du plan taxi. On comprend ce qui se passe avec ce plan. On ne comprend pas finalement ce qui se passe avec ce plan taxi qui n'en finit pas d'arriver. On n'arrive pas à accoucher de ce plan taxi à Bruxelles. Alors un reportage en commission de l'infrastructure, c'était lundi. Marie Bergvetz. L'image est inédite, des représentants des taximans aux côtés des représentants d'Uber. C'est la première fois que ces deux secteurs sont réunis au sein de la commission infrastructure du Parlement bruxellois. Deux représentants d'Uber dans la maison de la démocratie, donc celle où sont votées les lois démocratiquement. Cette société les piétine et les foule aux pieds depuis 3 ans. Et on fait comme si de rien n'était. Venez, installez-vous s'il vous plaît, un petit verre d'eau, un petit café, dites-nous comment vous voyez les choses. Moi, je suis très choqué par ça, je vous l'avoue. Au cœur des débats, le plan taxi du ministre de la Mobilité, Pascal Smet. L'entreprise américaine Uber soutient le projet et réclame même davantage de licences, au minimum 6 000 au lieu des 1 800 prévus. Tous les acteurs sont d'accord sur la nécessité d'une réforme, mais pas à n'importe quel prix. Du côté politique, on déplore le manque de concertation. Un plan était en cours de réalisation, ça l'aurait peut-être calmé, mais effectivement 2 ans sans concertation, c'était peut-être un peu dur. Alors, il y aura-t-il une majorité politique pour soutenir ce plan? Encore un peu trop tôt pour le dire, même si tant la majorité que l'opposition réclament des modifications. Le cadre est là, mais il y a encore certaines choses sur lesquelles il faut travailler. On a encore des questions notamment par rapport au salariat. On a encore des questions par rapport à tout ce qui concerne la maraude électronique. Ce sont des questions qui viendront petit à petit sur la table. Le gouvernement n'a pas de majorité sur ce sujet. C'est évidemment dramatique. Ce n'est pas les auditions qui vont changer quelque chose par rapport à ça. Le plan sera rediscuté au Parlement et en commission. La semaine prochaine, ce sont des experts qui seront auditionnés. Aurore Pénois.
Bon, la bonne nouvelle, c'est que finalement, maintenant, ils ont l'air de plutôt discuter dans un bureau et pas en bloquant toute la circulation. Donc on avance. C'est vrai que ce serait mieux s'ils étaient tous autour de la table. Mais je trouve que c'est déjà une bonne action d'avoir toutes ces auditions et ce travail. Maintenant, je ne suis pas choquée que Beur soit à la table, peut-être que ça va avancer, mais c'est vrai que toute la question qui est liée au salariat dans cette nouvelle économie est assez importante à mon sens. Donc j'attends de voir, j'espère que ça va déboucher sur quelque chose rapidement. David Baudou, vous suivez ces dossiers de près, hein, donc vous y croyez, vous, à ce plan aussi? Il faut bien réussir, il faut bien faire quelque chose, en tout cas, ça c'est sûr. Alors voilà, ce que préparait Pascal Smet, le ministre de la Mobilité bruxelloise, sans vraiment concerter les taximans, il faut quand même le dire, ça leur convient pas vraiment, étant donné qu'ils donnent finalement un cadre légal à Uber qui n'est pas légal pour l'instant. Uber qui est sur le territoire bruxellois et au-delà, mais qui utilise en fait avec UberX un peu des subterfuges pour venir quand même travailler dans Bruxelles. Il suffit de se balader 5 minutes, on voit des Uber tous les 100 mètres maintenant, c'est partout dans Bruxelles. Et donc je peux comprendre que les taximans... Comment vous voyez les Uber, vous, c'est pas marqué dessus? Si, bien sûr, c'est TL. Excusez-moi, ça veut pas dire Uber, ça veut dire que c'est une limousine et une voiture privée. Oui, limousine. C'est pas la même chose. C'est pas nécessairement tous des Uber. C'est les Uber. Oui, ça c'est clairement des Uber. Regardez l'application sur mon téléphone, il est à côté de... Vous prenez sur le téléphone et vous voyez tous les Uber qui tournent. Mais moi, je voudrais dire deux choses. Un, les taxis à Bruxelles doivent améliorer l'accueil, la convivialité, parce que franchement, par rapport à d'autres villes européennes, c'est pas normal. Ça, on va peut-être demander, Marc Tarabella, vous qui voyez tous vos collègues européens tout le temps, est-ce qu'ils sont contents des taxis à Bruxelles? En tout cas, moi, généralement, oui. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être un service à améliorer par rapport au délai d'arrivée avec... moi, j'étais dans plusieurs villes européennes, ça m'arrive aussi. Oui. On a parfois un ticket, il va arriver dans 3 minutes. Effectivement, 3 minutes après, le taxi arrive. Et ça existe, je crois, dans l'une ou l'autre société ici à Bruxelles. Moi, j'ai une grande sympathie pour les taxis. Pourquoi? Parce qu'ils investissent dans une voiture, dans une licence. Ça coûte cher. Il y a des salaires à payer, une protection sociale. Et par rapport à Uber, on ne fera jamais reculer, évidemment, l'évolution technologique qui permet des choses un peu plus rapides. Mais je pense que j'inviterai le ministre Smet à aller en Estonie. Pourquoi? Parce que là, les deux systèmes coexistent, cohabitent, mais les gens d'Uber payent des impôts. Parce qu'il y a évidemment, l'Estonie a investi dans l'e-economy, le numérique. Et les gens qui font Uber ne sont pas interdits, mais ils payent des taxes sur les rentrées. Et donc, clairement... C'est ce qu'il y a dans le plan de Pascal Smet. Hein. Oui, c'est ce qu'il prévoit. En attendant, je pense qu'il faut aussi... J'ai reçu les taxis, parce que quand on est député européen belge, on est un peu délégué syndical pour toute une partie de gens qui se plaignent à Bruxelles. Et je les ai reçus. Et c'est vrai que quand on paye une licence, on est en droit aussi de s'attendre à avoir des facilités de parking à certains endroits. Parfois, ils sont réduits à certains, agrandis à d'autres, mais... À un moment, je pense qu'il faut... C'est la concertation qui permet de débloquer les choses. Je me réjouis qu'elle ait lieu maintenant. Elle aurait peut-être pu avoir lieu plus tôt. Et vous, Gauthier Calonne? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a un problème de mobilité à Bruxelles. Et donc, il faut pouvoir mettre en œuvre et en place un maximum de possibilités d'alternatives. Alors, les taxis doivent continuer à exister. Uber, il n'y a pas qu'Uber, il y a d'autres applications aussi en ligne qui permettent Hitch, je pense à Hitch ou à d'autres. Je ne vais pas faire de publicité ici pour l'ensemble des sociétés qui sont actives dans ce domaine, mais je pense qu'à la fois, il faut pouvoir, il faut pouvoir faire exister les deux de manière complémentaire, parce que je pense que les deux services sont différents, voir ce qui se pratique dans d'autres pays, mais on constate quand même, ça je pense que tout le monde est d'accord pour le dire, c'est que la législation actuelle, elle est plus adaptée. Alors effectivement, ça prend un peu de temps avant de mettre en place le nouveau cadre légal, mais il en faut un, parce qu'il faut à la fois rénover le système des taxis, où on constate quand même qu'il y a peu de rentabilité, et que par ailleurs, le prix des courses est supérieur à d'autres capitales européennes, et je pense à Paris, à Londres, ou encore à Barcelone, et donc il faut pouvoir améliorer ça d'un côté, et par ailleurs, en parallèle aussi, permettre de créer un cadre pour justement les nouveaux acteurs de l'économie collaborative. On voit que c'est un succès en particulier auprès des jeunes aussi, et donc il faut pouvoir faire coexister les deux systèmes, mais dans le respect de chacun, dans une concurrence qui soit loyale et sans que personne ne se sente lésé par rapport à cela. Donc, la complémentarité par rapport à l'alternative de mobilité. Un dernier mot très court de Marc Tarabella. J'ai plus de critiques de la part de visiteurs européens sur le taux de la taxe de séjour à Bruxelles que sur les taxis. En fait, dans toutes les capitales ou villes européennes, vous avez une taxe de séjour par personne qui va de 0,50 € à maximum 2 €. À Bruxelles, c'est parfois 8 €. C'est 6, 7, 8 € par personne, par nuit. C'est peut-être un peu beaucoup, mais je n'ai pas d'explication.
Continuons sur la mobilité. Je vous avais dit qu'on allait parler du RER, Marc Tarabella. Vous en avez déjà touché un mot. Vous avez salué Jean-Pierre Hansen, très bien. Est-ce que la méthode Belot, Gauthier Calonne, mais vous n'allez pas dire le contraire, c'est une bonne méthode? Ça a l'air d'être assez lente, c'est comme un tortillard qui avance, mais est-ce qu'elle avance? Il faut voir d'où on vient. Le dossier RER, c'est un peu comme l'Arlésienne. Hein. Les gouvernements qui se sont succédés, à chaque fois annonçaient des délais qu'on n'a finalement pas tenus. Il y a des responsabilités partagées chez chacun, et je pense que chacun doit en prendre sa part. Il y a aussi eu des contraintes techniques. Hein. Il y a des permis qui ont mis du temps à être délivrés. Il y a des communes qui se sont opposées à ce que le RER traverse leur territoire. Donc tout ça, ce sont des éléments qui ont fait en sorte qu'on a retardé. Alors maintenant, effectivement, Belot est arrivé avec un plan par rapport à ça et a décidé de prendre un certain nombre de mesures, en ce compris par rapport à Bruxelles. Donc il y a l'offre S qui a été mise sur pied. Je pense qu'elle doit encore être davantage médiatisée. Donc pour expliquer simplement l'offre S, c'est via le train dans la ville pouvoir se déplacer rapidement à travers un certain nombre de gares. Il y a 35 gares qui ont été mises en place. Il y a 65 km de voies. Et donc là, on travaille actuellement sur cette offre S. Donc elle doit être davantage communiquée parce que c'est aussi une alternative à la mobilité à Bruxelles. Et puis à l'horizon 2022, on devrait voir des navettes qui existent et qui existeront par rapport à Nivelles et par rapport à Ottignies avec des fréquences de 15 à 30 minutes et en parallèle, évidemment, on continuera évidemment à faire avancer le dossier. Vous êtes optimiste. Moi, je suis relativement optimiste parce que, je vais vous dire pourquoi, parce qu'effectivement, il y a toujours ce travail à long terme, mais la méthodologie a un peu changé. On a décidé de travailler tronçon par tronçon pour qu'on voit aussi concrètement ce qui est déjà réalisé. Et donc, on va travailler aussi sur le court, le moyen terme en faisant avancer déjà et en faisant rouler un certain nombre de trains. Et je pense par ailleurs que le fait d'avoir remis en place ce comité de pilotage, y avoir nommé M. Hansen à sa tête avec un suivi régulier permettra aussi de booster. Et je termine en disant qu'il y a quand même 1 milliard d'euros, 1,5 milliard d'euros qui a été développé et débloqué par le gouvernement fédéral pour l'enveloppe RER. Et ça, je pense que c'est évidemment un élément important parce que l'argent, c'est aussi le nerf de la guerre et il fallait remettre de l'argent pour faire avancer ces travaux. Alors, Marc Tarabella, le gouvernement Michel fait finalement ce que le gouvernement Di Rupo n'avait pas fait? Le dossier date de 1983, je le rappelle. Le vrai problème du RER, je pense, c'est qu'il est communautaire. Il faut traverser des communes flamandes pour arriver de Nivelles et de Ottignies en région bruxelloise. On doit passer nécessairement en Flandre et des communes qui s'y sont opposées. Donc je pense qu'il y a eu, et je ne parle pas de responsabilité, je ne pointe pas du doigt des personnes, un manque de vision globale de l'intérêt général des citoyens, avec des clés de répartition aussi qu'il faut remettre en cause. 60-40 à la SNCB. Il est normal que le train coûte plus cher, notamment en région wallonne. Pourquoi? Parce qu'il faut faire des tunnels, le relief n'est pas celui de la Flandre. Et la clé en répartition de la population, c'est complètement absurde. Mais on est en Belgique, on est au pays du surréalisme. Et donc, à mon avis, il faut pouvoir revoir ça pour aller, rencontrer les besoins des citoyens dans des dossiers aussi importants que celui-là. Et donc, clairement, beaucoup de gouvernements s'y sont cassés les dents. Moi, j'attends, aujourd'hui, on a des promesses, hein. Parce que 2022, les promesses, ce sera peut-être 2030. J'espère pas, honnêtement, j'espère pas. Les nafteurs ont besoin de ça. Et Bruxelles a besoin de respirer. Et donc, clairement, le RER est une nécessité. Michel Gueud. Au 19e siècle, on a mis moins de temps pour faire tout le réseau ferroviaire belge qu'on a pris maintenant pour faire le RER. Attendez, on l'a pas encore fait. Véritable scandale. On nous promet un premier train en 2022, c'est-à-dire dans 5 ans, et la fin pour 2028. C'est complètement hallucinant, quelles que soient les raisons. Et on a discuté il y a quelques semaines ici même d'une deuxième journée sans voiture. C'est du folklore, ça. Ce qui fait avancer les choses, c'est effectivement mettre en place des systèmes qui fonctionnent pour déplacer des centaines de milliers de personnes. Donc, le RER, depuis les années 60, on en parle. Depuis les années 80, on y travaille. Et on n'est toujours pas foutu d'avoir un train qui amène des gens d'Ottignies à Bruxelles de manière convenable. C'est un pur scandale belge. Très bien, mais avec l'exemple que vous donniez, ça veut dire qu'on doit revenir au 19e siècle. Je propose quand même qu'on continue avec les locomotives électriques plutôt que celles à vapeur. On va passer maintenant au sujet suivant, et qui est l'ULB, qui a eu une semaine un peu difficile, il faut bien le dire. Ça a commencé par ces accusations de sexisme, ça a eu aussi ces histoires de fusion entre UCL et Saint-Louis qui ont fait très mal et très peur à l'ULB. Revenons d'abord sur ce sexisme. Le week-end dernier, on a découvert cette affaire de sexisme en faculté de médecine. Reportage de Diane Warland et Quentin Rossels. Comme chaque année, la faculté de médecine de l'ULB a invité les étudiants de dernière année pour la prochaine proclamation des résultats.
Mais dans ce mail envoyé par le secrétariat, on propose aux jeunes femmes de venir avec une robe ou une jupe et un joli décolleté. Un mail qui passe mal, très mal, auprès des étudiants. Ça porte atteinte à la liberté vestimentaire des personnes. Si une fille, par exemple, est de confession musulmane ou même pudique avec elle-même, je comprends qu'elles n'aient pas envie de le faire et je trouve ça un petit peu lamentable de surcroît de l'envoyer par mail. Je pense qu'on aurait pu juste préciser tenue correcte exigée et qu'on peut être très classe en pantalon par exemple. Et même si on dit à la fin ce n'est pas obligatoire, c'est quand même fortement suggéré, donc c'est un peu facile de me dire après que c'est pas obligatoire. Et je trouve, moi ça m'avait choqué en tout cas. Le fait est qu'on porte une attention plus particulière en fait sur la tenue des filles que sur celle des garçons. Sur la consigne des filles fait 3 lignes, celle des garçons fait simplement 1 ligne. Et c'est représentatif en fait d'une hypersexualisation du corps de la femme. Mais le problème en fait c'est pas réellement ce message en tant que tel. Le problème c'est que ce message c'est juste le haut de l'iceberg, c'est représentatif d'un sexisme ordinaire auquel en tant qu'étudiante à l'ULB on va être confronté durant tout notre parcours, au-delà de simplement la faculté de médecine. Ce mail aurait pourtant été envoyé par une femme, car au secrétariat de la faculté de médecine, le personnel est entièrement féminin. Alors, consigne sexiste ou maladresse, les autorités de l'ULB sont bien embarrassées par cette affaire. La partie sur le décolleté n'a absolument pas sa place dans un message, dans une communication officielle. Nous essayons de donner un petit peu de faste à ce passage, à ce rituel finalement, qui marque la fin des études universitaires. Donc on demande aux jeunes gens de venir bien habillés, en tenue de ville je dirais, pour une occasion qui est quand même unique dans une vie. Par contre, le reste, bien évidemment, ça regarde les étudiantes et les étudiants. Le doyen de la faculté a d'ores et déjà présenté ses excuses aux étudiants. La secrétaire incriminée pourrait, quant à elle, être convoquée dès ce lundi matin. Et entre-temps, le recteur, lui aussi, écrit une lettre à tous les étudiants de l'ULB aussi, pour dire qu'il refusait tout sexisme. Alors, Sylvie Losberg, vous vouliez réagir là-dessus? Oui, parce que je trouve que c'est un prétexte, j'ai l'impression. Parce qu'en fait, de quoi est-ce qu'on parle? Un prétexte pour qui? Je ne sais pas, de s'énerver, de faire un bashing de l'ULB par rapport, comme si l'ULB était sexiste ou plus sexiste qu'une autre université. Il y a des problèmes de sexisme dans toutes les universités, c'est un fait. Mais il faut quand même savoir qu'à l'ULB, ça fait plus de 10 ans qu'il y a une politique de genre, qui est d'ailleurs l'adjointe au recteur, c'est Valérie Piette. Elle n'est pas susceptible d'être particulièrement indulgente avec le sexisme, donc je pense que ça, il faut quand même le reconnaître. Ensuite, on parle ici de consignes qui sont effectivement maladroites ou mal exprimées, mais de quoi est-ce qu'on parle? On parle d'étudiants qui vont devoir revêtir une toge. La toge, il n'y a pas de décolleté dans une toge. C'est ce qui va dépasser de la toge, et donc je crois que il ne s'agit pas du tout de dire aux filles de montrer la moitié de leur poitrine. Donc ça, je pense que c'est un peu... voilà. Je suis très, très à cheval sur le sexisme. Mais oui, mais je trouve que c'est une attaque contre l'ULB en particulier. Je comprends plus ce que la jeune fille dit, qu'il y a du sexisme et que c'est peut-être pour ça qu'on a pris cette... Oui, voilà, qu'on a pris ça comme prétexte. Aurore Pénois, vous n'avez pas l'air très d'accord, vous. Oui et non. Là où ça me rassure un peu, c'est que finalement, c'est une femme qui l'a écrit. Donc ça calme un petit peu le jeu. Maintenant, c'est de se dire finalement, est-ce que, même parfois au niveau des femmes, est-ce qu'on n'a pas intégré nous-mêmes ce sexisme envers certaines de nos collègues ou autres? Parce que c'est vrai il nous arrive, et il m'arrive aussi à avoir des réflexions où je me dis, mais en fait, ce serait un collègue masculin qui me dit ça, je pourrais limite porter plainte pour sexisme. Et donc, il y a effectivement, je crois qu'il y a cette espèce de sexisme ambiant qui devient un peu, qui finalement touche également aussi les femmes. Donc, voilà, après, je pense que néanmoins, il faut rester un petit peu énervé sur ce truc. Michel Gueud. Je suis un peu tempête dans un verre d'eau, mais je trouve qu'il y a effectivement un problème à l'université. Il y a trop peu de femmes dans les professeurs, alors qu'il y a tellement d'étudiantes et de diplômées femmes. Et on voit que dans la hiérarchisation du professorat, les femmes disparaissent au fur et à mesure. Dans les professeurs ordinaires, je crois que depuis que je suis sorti de l'université, il y a eu une seule femme recteur à l'ULB. Oui, c'est vrai, mais quand même, l'ULB a fait beaucoup de progrès sur ces questions, contrairement aux autres universités. Donc il y a de plus en plus de femmes dans les hauts postes, parce que justement, il y a une politique de genre structurée. Donc il y a beaucoup de choses à faire, mais je crois que dire qu'il y a du sexisme à l'ULB et concentrer ça sur l'ULB, je trouve que ça, c'est un mauvais procès. On a bien compris. Je crois qu'il y a aussi parfois un soupçon de sexisme, parce que là, je vais vous donner un exemple assez récent. Une étudiante fait 18 à un cours très très difficile, et il y a un autre étudiant qui fait la même cote, un homme, et qui lui dit, oui, toi tu as eu cela parce que tu avais un décolleté. Donc je crois qu'il y a toujours
toujours une idée de se dire si une femme a une cote, c'est peut-être pas sans raison. Gauthier Calonne. J'ai aussi été surpris en découvrant ça dans la presse. Mais, moi, je connais bien l'ULB, j'ai été étudiant à l'ULB, je suis toujours assistant. Et donc, je suis attaché aux valeurs qui sont les siennes, le libre examen, la liberté, la tolérance, l'ouverture, la diversité. On est loin quand même de ce type de dérapage qui peut exister par rapport aux valeurs qui sont celles de l'université. Et je pense qu'il y a peut-être effectivement un rôle d'exemple, puisqu'on est une université, on doit montrer l'exemple par rapport à ce type de fait. Ici, je pense que directement, les autorités ont réagi pour condamner ce qui avait été dit, ce qui avait été envoyé. Et je pense qu'il faudra effectivement y être attentif et voir qu'il reste encore effectivement peut-être du chemin à faire partout, et je dirais dans l'ensemble des milieux, des institutions, dans le monde politique aussi, et dans le monde politique aussi, pourquoi pas. Oui, je suis particulièrement concerné parce que parfois, si c'est une femme qui a écrit ce texte, c'est vrai que parfois les hommes défendent mieux les femmes qu'elles-mêmes, mais parce que je suis membre de la Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres au Parlement européen, tout simplement parce que je crois qu'une des luttes qu'on doit mener, c'est la lutte contre les stéréotypes sexistes. Dans le monde des études, dans le monde de l'éducation, dans le monde des jouets. Déjà à l'enfance, quand on offre un jouet, quand on est invité à l'anniversaire d'une petite fille ou d'un petit garçon, vous avez les stéréotypes qui commencent à naître. Et donc, quelque part, je pense qu'ici, il y a une maladresse, effectivement, mais que les autorités, effectivement, de l'ULB, je partage l'avis de Mme Losberg, ont fait des efforts. La réaction du recteur anglais est très claire. Et c'est vrai que l'ULB a déjà mis depuis plusieurs années sur le chantier, je dirais, le fait de lutter contre cette différenciation. Et ce que M. Goethe citait, c'est le plafond de verre. Et ça, c'est dans toute la société, dans la sphère publique, surtout privée d'ailleurs, où plus vous montez dans les responsabilités, plus les femmes disparaissent. Pour toute une série de raisons, culturelles, le poids, sans doute, et les stéréotypes. Alors qu'effectivement, on doit rappeler que la majorité des étudiants qui réussissent des études supérieures dans notre pays, mais pas uniquement dans notre pays, ce sont des femmes. Alors venons à la deuxième partie de ce sujet sur l'ULB, c'est la guerre scolaire rallumée, a dit Rudy Demotte, les laïcs contre les cathos. Est-ce que vous croyez à ce scénario? Est-ce que la fusion UCL Saint-Louis, c'est une attaque contre l'ULB, Gauthier Calonne? J'ai vu la réaction de l'ULB, mais pas que de l'ULB, l'ULG aussi s'est jointe, et l'université de Mons. Il faut quand même voir quel était l'objectif de la réforme. C'était de faire des économies d'échelle et de faire des regroupements géographiques. Or, on constate ici que le regroupement, il est finalement fondé uniquement sur des questions philosophiques. Alors là, on peut quand même s'interroger par rapport à ça. La fusion, maintenant, doit encore être entérinée par un décret qui doit être voté par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Bon, j'espère qu'évidemment, des décisions et des réactions seront prises pour que ça ne se fasse pas. Ça ne doit pas se faire. Selon moi, en tout cas, je pense qu'il y a réellement un problème et on ne peut pas rallumer, effectivement, des querelles qui sont inutiles. Il y avait un objectif, je pense qu'il n'est pas rencontré à travers cette fusion. Et on voit que ça ne concerne pas que l'ULB, puisque l'ULG et l'Université de Mons ont également réagi pour aller en ce sens. Donc, je pense qu'il faut que la voie de la sagesse l'emporte. Marc Tarabella. Les économies d'échelle, effectivement, le fait que les universités collaborent mieux entre elles ne me choque pas. Et il est normal que l'UCL ait plutôt envie de collaborer avec une université à Bruxelles qui soit à Saint-Louis. Il y a peut-être une concurrence, certainement, elle est là depuis très longtemps, mais moi je ne suis pas choqué. Si c'est pour des échanges de professeurs, des échanges de cours, je pense qu'il y a deux types d'universités proches de la capitale. Effectivement, Louvain-la-Neuve n'est pas loin, Leuven pour les néerlandophones, et l'ULB et la VUB à Bruxelles, c'est complémentaire. Et quelque part, quel que soit, on ne va pas gommer les aspects philosophiques d'un trait de plume. Pour moi, c'est une collaboration entre écoles. Et moi, de ma province de Liège natale, je n'ai pas été choqué. Le pragmatisme, c'est une collaboration des études. L'ULB collabore aussi à un campus à Charleroi et c'est tant mieux. À Gosselies, ils font un excellent travail. Je veux dire, l'ULG a aussi un siège à Gembloux pour tout le pôle agronomique. Et c'est un pôle agrobiotech, c'était évidemment quelque chose de fondamental. Je pense qu'on ne doit pas être choqué par cela. Enfin, moi, je ne le suis pas, en tout cas. Très rapidement, Sylvie Losberg. Je ne suis pas d'accord avec Marc Tarabella, parce que je pense d'abord qu'il ne s'agit pas du tout de deux blocs, un bloc catho contre un bloc laïque. Il n'y a pas de bloc laïque. Il s'agit des universités d'État qui sont subventionnées par la communauté française et qui respectent le décret paysage. Ici, on va devoir modifier un décret de 2013 qui organisait les pôles par région, donc des pôles géographiques, justement pour faire des économies d'échelle et pour ne plus être dans des clivages confessionnels. Donc c'est vrai qu'ils ont certainement cet objectif qui est non avoué, parce qu'en fait, ils disent que ce n'est pas pour des raisons confessionnelles qui se mettent ensemble, et ça, je pense que... Ça, c'est faux, c'est clair. Oui, voilà, donc c'est un faux message, et donc moi, je trouve que là, ça ne va pas. Parce que c'est pas seulement sur les universités, l'EVRA
trace, c'est pareil. Le cours de philo, c'est pareil. Donc, qu'est-ce qu'on veut en Belgique? Une Belgique qui marche sur deux rives, de nouveau, les cathos d'un côté et les laïcs de l'autre. Non. On est dans un autre monde aujourd'hui. Et on clôturera là-dessus. Oui, non, mais juste pour dire que l'UCL est déjà implanté à Bruxelles. Hein, donc, je dirais avec l'hôpital Saint-Luc, tout simplement. Donc, tout ça est dans un mouchoir de poche, quand même. Hein. Oui, on n'est pas très éloigné. Et avec le RER, ça va plus vite. Mais la fédération, le niveau Bruxelles n'est pas très grande. Mais on va quand même passer à nos coups de cœur à présent, c'est-à-dire les conseils de chacun pour vous donner des idées culturelles ou sociales. On va commencer par Michel. Michel, il va nous parler d'un livre, en fait. Michel, oui, alors je suis comme tout le monde, je lis très très peu de poésie, à part Jean-Pierre Verhaegen qui me fait toujours hurler de rire. Et donc ce livre, Isabelle Garon et Yves Dimano. Yves Dimano est un écrivain français qui vit à Bruxelles et ils ont eu l'idée de faire une anthologie de tout ce qui s'est publié en poésie depuis 50 ans. Et donc c'est un univers de curiosité et de découverte. Donc une anthologie poétique. Oui, et c'est à regarder de temps en temps le soir avant de s'endormir. On découvre des écrivains dont on n'a jamais entendu parler. C'est tout à fait amusant. Alors Sylvie Losberg, c'est très loin de tout ça. Vous voulez parler de vêtements? Oui, c'est un peu futile. Mais non, parce que c'est justement deux jeunes mamans qui ont voulu créer une marque de vêtements pour enfants 100% belge et majoritairement éthique, avec aussi de la récup. Et je trouve que encourager les jeunes entrepreneuses à être à la fois dans le belgo-belge, tant pour les modèles que pour la fabrication et aussi quelque chose, des produits éthiques pour les enfants. Et en plus, pour la fête des pères, ils offrent un Panama enfant pour un Panama papa. Donc ça s'appelle Little Panama. Alors, vous, c'est un livre dont vous voulez parler, David Baudou. En cette période de Ramadan, je me suis intéressé au dernier livre d'Ismaël Saïdi qu'il a coécrit avec Rachid Benzine. Finalement, il a quoi dans le Coran? Alors, Ismaël Saïdi, c'est l'auteur de la pièce Djihad, bien connue maintenant. Et donc voilà, je pensais faire un petit clin d'œil à cet auteur que j'ai découvert avec la pièce Djihad, justement, et que je trouve assez drôle. C'est une façon un peu humoristique de parler de l'islam. Voilà. Oui, ce sont des questions candides et des réponses très sérieuses de la part d'un islamologue vraiment distingué et qui sait de quoi il s'agit, c'est-à-dire Rachid Benzine. Alors on va parler d'autre chose avec vous, Aurore Pénois, plutôt de nature, d'environnement. Plutôt de nature, plutôt d'actualité, mais bon, ça n'empêchera pas de le faire à la fête un petit peu. Rendez-vous donc ce dimanche au Parc du Cinquantenaire, puisque c'est le Festival de l'environnement. Alors hier, il y avait une manifestation devant l'ambassade américaine à la suite de la décision de Trump, donc on sent déjà que demain au Cinquantenaire, ça va être assez chaud, mais pour autant, une 60aine de stands thématiques, il y aura aussi des balades gourmandes, il y aura des balades dans la forêt de Soigne. Donc heureusement, il n'y a pas que le côté, on va dire, politique, mais aussi un peu le côté festif. Ça s'annonce assez sympa. Donc c'est un des bons plans du jour que je vous propose. Oui, c'est dimanche en tout cas. Alors moi, je voulais vous parler d'un livre, d'une BD. Ça s'appelle Le Journal du Off. Ça va vous intéresser, messieurs. C'est dans les coulisses d'une campagne présidentielle folle. C'est paru chez Glénat. En fait, c'est un roman graphique, donc une BD dessinée par Aurel, qui dessine très très bien, avec l'aide de journalistes politiques chevronnés. Il y a Gershel, il y a Saint-Cric et plein d'autres qui les ont aidés. Et en fait, ils ont récolté tous les off de la campagne. Et ils en ont fait une BD très très sympa à lire. C'est du off, donc c'est pas censé être publié, mais ça l'est. Donc, pour ceux que ça intéresse, je vous recommande la lecture. C'est un gros livre, il y a beaucoup à lire et c'est très drôle. Évidemment, c'est plus Sarkozy, Hollande qui se retrouvent là-dedans, Macron un petit peu moins, parce qu'ils ont fait le livre, évidemment, en suivant la campagne. C'est plutôt à la fin que ça s'énerve autour de Macron, mais ça vaut vraiment la peine de le lire. Et je vais vous demander à vous, Gauthier Calonne, si vous avez un petit conseil, un coup de cœur à donner à nos téléspectateurs, quelque chose à faire à Ixelles dimanche, par exemple. Dimanche à Ixelles, je vous convie tous à venir au marché. Il y a un superbe marché, un des plus grands de la capitale. C'est un rendez-vous convivial, agréable, où on peut manger un petit morceau, faire ses courses. C'est un endroit très sympa et je vous conseille de venir au marché puis de faire une petite balade autour des étangs d'Ixelles, qui est quand même un lieu agréable de la capitale. Et Gauthier Calonne vous y attend. Marc Tarabella, vous serez où dimanche? Moi, vous conseillez d'aller où dimanche plutôt? Je vous conseillerais d'aller au Parlementarium, c'est à Ixelles, sur l'esplanade du Parlement européen qui jouxte la place Luxembourg. Allez-y, c'est ouvert tous les jours, y compris le dimanche, parce que dans une Europe troublée aujourd'hui, ce parcours pédagogique qui explique les fondements de l'Union européenne, notre histoire, je pense que c'est vraiment fondamental et le faire en famille, c'est probablement quelque chose de très utile à faire. Merci à tous, bon week-end, bonne fin de week-end et à la semaine prochaine.